Bonjour les Itata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission C'est fait nous, un C'est fait nous au féminin aujourd'hui, puisque nous recevons Josette Sina. Bonjour Josette. Bonjour Monsieur Koumouel. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Très bien. Je sais que vous étiez beaucoup sur nos eaux en ce moment, enfin ces derniers temps. On va parler un petit peu de la Transat Jacques Vabre, puisque vous avez été une des actrices qu'on a beaucoup vues autour de cette Transat. Ça s'est bien passé? Très bien. J'ai vécu des moments exceptionnels, vraiment magnifiques. Alors cette émission vous est entièrement consacrée et on va commencer par la séquence qui vous concerne très directement, Kimonouye. Alors qui est Josette Sina? Alors Josette Sina, personnellement, c'est une femme qui essaie de vivre tous les moments avec passion. Et professionnellement, je suis enseignante au lycée du Mage Joseph, enseignante en couture, génie industriel textile et cuir, et également chargée de mission à l'Académie de Martinique. Alors on précise que le lycée du Mage Joseph, c'est le lycée qui se situe à la Pointe des Nègres. À la Pointe des Nègres, voilà, c'est l'ancien lycée technique, c'est ça? L'ancien lycée technique. Tout à fait. Et donc vous avez là des élèves de quelle classe? Alors j'ai plusieurs classes, donc une classe de CAP couture floue et une classe de bac pro métier de la mode vêtements. Alors couture floue, je me suis toujours demandé pourquoi le flou derrière couture, ça veut dire quoi? Alors le flou derrière couture, c'est parce qu'on travaille des matières très souples, très fluides. On est plutôt sur la haute couture, alors que le bac pro métier de la mode vêtements, c'est plus industriel. Alors on va le voir, hein. Vous avez un parcours très très varié, avec énormément d'activités, de passion et de challenge aussi. Et on va donc commencer avec cette première photo, on commence du début, hein, comme on peut dire, avec cette première photo que vous allez voir derrière moi. Donc, Josette Sina petite. Alors racontez-nous cette photo. Josette Sina à l'école primaire avec ses frères. Donc je suis entourée de mes deux frères, Alain et Jean-Luc. Et en fait, ça parle un petit peu de mon enfance. La photo est un peu vieille. C'est une photo d'époque, hein? Exactement. Et voilà, petite fille espiègle. Et, combien de frères et sœurs? Alors, ma mère a eu 14 enfants. Donc, j'ai 7 sœurs et 6 frères. D'accord, donc ça devait faire pas mal de bruit à la maison, toujours de l'ambiance? Beaucoup d'ambiance. Je suis la dernière fille, je suis entre les garçons, donc un peu garçon manqué. Et puis, on a eu des parents, ma mère très impliquée, qui a travaillé à l'école maternelle de Ducos, et un père agriculteur. Donc, effectivement, beaucoup de complicité avec les frères. Et donc, voilà, jusqu'à maintenant, on fonctionne essentiellement ensemble, puisqu'en fait, 14 enfants, je n'ai pas vécu beaucoup avec les plus grands, parce qu'ils étaient déjà partis, ils travaillaient. Et donc essentiellement avec on va dire les 7 derniers. Comment ça se passe dans une famille de 14 enfants, auxquels il faut ajouter bien entendu les parents, et puis parfois les cousins, cousines qui arrivent? Il y a forcément beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance. Par exemple, pour déjeuner ou pour dîner, comment on fait à table? Alors, à table, ce que je disais, 14 enfants, on n'a jamais vraiment été ensemble. Il y a combien d'écart entre le premier et le dernier ou la dernière? Alors, moi, je suis la dernière fille déjà, il y a 17 ans d'écart. D'accord. Oui, donc, effectivement, donc il y en a qui étaient déjà partis. C'est ça, qui travaillaient déjà, qui étaient déjà soit en France ou en Guadeloupe. Parce que j'ai mes frères aînés, j'ai un frère qui est en France depuis à Caen. Depuis très très longtemps. En fait, dans mon enfance, je n'ai pas vraiment vécu avec ce grand frère. Et les grandes sœurs, pareil. J'ai une sœur qui a travaillé en Guyane, donc un peu partout. Et c'est ça qui est bien, c'est très riche. Les plus grands s'occupent des plus petits. Et ça nous permet on n'a pas vraiment besoin de jeux, ou d'amis, de copains. Certes, il y a les cousins, les voisins. Mais entre nous, on arrive à se gérer pratiquement seul. Mais il vous est arrivé de vous retrouver les 14 ensemble quand même? Une seule fois. Une fois? À mon mariage. Ah, ben très bien. Voilà. C'est vous qui avez fédéré. Pas vraiment, mais bon, c'était très compliqué puisqu'il fallait que tous les enfants puissent revenir
pour pouvoir être à 14 ensemble. Comment était la petite Josette Sina? Elle était plutôt dans son coin, plutôt très proche de ses frères, puisqu'il y a autour de vous, en âge, il y a plutôt des garçons. Plutôt des garçons. Hein. Donc c'était des jeux de garçons, c'était des petites Pratiquement voitures. que des jeux de garçons. Des jeux les pneus, l'arbalète, etc. Exactement, arbalète. On allait, on va dire, chasser, on jouait à toutes sortes de jeux. Vélo, très tôt, on va dire que j'ai fait du sport parce que c'est du foot, du vélo, un peu les jeux de garçons. Essentiellement parce que je suis entourée que de garçons. Un garçon avant moi et deux garçons après. Alors on va voir la dame sur la photo suivante, la dame qui a eu le mérite d'élever, de mettre au monde et d'élever ses 14 enfants. Marie Sina, alors malheureusement disparue aujourd'hui. Oui. Racontez-nous votre maman. Eh bien, une maman formidable qui a eu 14 enfants, qui les a élevés, qui a géré pendant toute sa vie. Elle s'est consacrée à ses enfants et elle a trouvé quand même le temps d'écrire et de raconter son histoire. Zoé, la petite Martiniquaise, elle a été reçue à l'époque par le club. Donc là, on voit Marie-André, la présidente de So Optimiste. Marie-Alice André-Jacoulet, voilà. tout à fait. Et elle lui a donné une médaille et elle était très très fière parce que j'étais présente ce jour-là. Donc sa fille enseignante et sa petite fille avocate qui travaillait avec Marie-Alice André-Jacoulet. Alors, qui était Marie Sina? C'est quelqu'un qui était, donc, son métier, elle avait un métier ou son métier, c'est d'être vous élever? Non, alors, elle a élevé ses 14 enfants, mais elle a travaillé également à l'école maternelle de Ducos. Donc, elle n'avait pas assez avec ses 14 enfants, elle s'occupait aussi des enfants des autres à l'école et on l'appelait Tati Sina. Et il y a eu donc cette passion pour les histoires, pour l'écriture donc aussi. C'est ça, exactement. Alors Zoé, la petite Martiniquaise, racontez-nous un petit peu. Mais c'est sa vie de femme qu'elle raconte, ses amours, du moins ses amours, c'est plus son grand amour, mon papa. Et donc ils sont restés mariés jusqu'à la fin. J'ai perdu mon père en 2001 et ma mère 8 ans après. Comment ça se passe quand le potomitan s'en va comme ça? Donc 2009, c'était ça? En 2008. Elle avait 80 ans. C'est l'année où elle a été primée, heureusement. Elle avait été honorée juste avant. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe quand un potomitan comme ça, mère de 14 enfants, s'en va? Comment... Compliqué de faire le deuil. En plus, elle est partie un 25 décembre, donc c'est une date qu'on ne peut pas oublier. La famille est restée soudée, heureusement, parce qu'elle nous a enseigné cet esprit de famille. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Parfois, les gens disent 80 ans, c'est le bel âge, on peut partir, mais une maman très présente, ça reste, du moins, elle reste très, très présente entre nous, en fait. Alors, on dit parfois que les enfants, alors vos frères et sœurs, certains étaient déjà très âgés, beaucoup plus âgés quand elle est décédée, mais vous, par exemple, qui étiez un peu plus jeune, on dit souvent qu'on apprend à se construire quand les parents ne sont plus là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on arrive à faire le deuil? C'est ce que je disais, c'est un peu compliqué de faire le deuil, mais elle nous a donné cette force. En tout cas, elle m'a donné cette force, jamais abandonnée, quel que soit le projet. C'est ce qu'elle nous a transmis, je pense, à tous. Et donc, on était déjà armés et c'est vrai que sa disparition est compliquée à gérer. Pour moi, c'est vrai, je suis la dernière fille, donc c'était pas évident. Mais on avait vraiment ce lien qui était très, très fort avec déjà tous les, comment dire ça, Noël, c'était une grande fête. On se demande comment, ça pouvait pas être une autre date, puisque jusqu'au dernier jour, elle avait acheté un cadeau pour chaque enfant. Oui, parce qu'elle est décédée le 25 décembre. Et elle nous mettait les cadeaux dans les chaussures sous le sapin. La tradition. La tradition. Et bon, après, les gens disent le sapin en Martinique. Mais j'ai connu ça petite, ces valeurs de Noël où on s'offre des cadeaux, où notre mère et tout le monde attendait son cadeau. Même âgés, on avait nos cadeaux au pied du sapin. Et au niveau de l'éducation, alors, est-ce que vous avez reçu une éducation plutôt stricte, plutôt cool?
plutôt permissive. Comment ça se passait avec vos parents? Alors, éducation, alors je ne sais pas comment qualifier, mais une belle éducation, des valeurs. Et en fait, c'est quelqu'un qui voulait absolument que ses enfants réussissent. Donc, peu importe, il n'était pas question d'arrêter sa scolarité, même si pouvait avoir des difficultés. Elle faisait en sorte de trouver une solution pour que ses enfants, tous ses enfants, du premier au dernier, aillent à l'école le plus longtemps possible. Et votre papa alors, Mon père quel homme était-il? Agriculteur, un homme très engagé, très impliqué. Il a fait plusieurs métiers. D'abord cordonnier, ensuite il a été taximan, on va dire. Ensuite, il a travaillé donc, dans la banane. Donc, on va dire que j'ai eu, et on verra par la suite par rapport au projet que je mène, qu'il y a ces deux éléments. Donc, d'un côté, tout ce qui est scolaire, éducation, et de l'autre côté, toute la partie agriculture, donc des valeurs aussi, puisqu'on mangeait essentiellement ce qui venait de la terre. Très bien, ça devrait donner quelques idées aux Martiniquais à la période dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y a quelques pénuries dans les supermarchés. On va voir une autre photo. Alors, on fait un petit bond, alors pas par rapport au décès de votre maman, mais par rapport à la première photo de Josette Petite. On va voir une photo là, c'est l'étudiante, c'est ça? Oui, Josette a 18 ans, elle vient de quitter son île et elle est à l'internat. L'internat où elle est, c'est une photo qui, comment dire ça, qui fait remonter pas mal de choses, puisqu'en fait, j'arrive, je ne connais pas la France, à Troyes. À Troyes. La ville de Troyes, et j'étais la seule Martiniquaise à l'internat, donc la chambre décorée avec plein de photos de mode, puisque j'ai fait des études dans la mode. Un BEP au lycée du Major Joseph. À l'époque, c'était le lycée professionnel de Pointe-des-Nègres. Donc, je suis partie, j'ai quitté ce lycée pour continuer mes études en BT, bac technique. Donc, ensuite... Et là, c'est une photo qui était au tout début, enfin, pratiquement votre arrivée à Troyes, quoi. Pratiquement, ouais. Peut-être la première semaine à Troyes, dans ma chambre. Bon, elle est toute petite, mais bon... Et c'était un internat, donc c'était pas une chambre universitaire. Hein, voilà, pas encore, pas encore. Donc là, c'est juste après le BEP, j'ai préparé un bac technique, toujours dans la mode. Et alors, 3, c'était juste un an, donc un passage pour préparer ce bac technique, c'est ça? Voilà, alors, parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs demandes. Je n'avais pas été retenue à Paris, parce que ma famille se trouve à Paris. C'est pour ça que je me retrouve à l'internat, à Troyes. Donc, j'ai fait un an à Troyes. Et en fait, pour arriver à Paris, ils m'ont demandé d'avoir la moyenne dans toutes les matières. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé. Dans quelle matière ça n'a pas été? Non, finalement, j'ai eu la moyenne partout pour aller au lycée des Thaïlandiers à Paris, dans le 11e. Donc, j'ai passé mon bac et mon BTS à Paris. La vie étudiante, cette première année d'études à Troyes, c'était quoi? C'était la liberté, c'était beaucoup de sagesse, beaucoup de travail, c'était quoi? Je dirais beaucoup de sagesse, parce qu'en fait, ma mère, du moins les parents, ont eu beaucoup d'enfants. Ça a été déjà un sacrifice pour payer l'internat. Donc, il n'était pas question de partir faire des études et puis s'amuser, prendre ça comme une liberté et ne rien faire. Au contraire, j'avais à cœur de revenir avec un diplôme pour montrer que c'était un investissement bien placé. C'est ce que vous dites à vos élèves aujourd'hui. Les études, l'école, c'est pas un amusement, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Et en fait, je le dis à mes élèves, mais également à mon fils, puisque j'ai un grand-fils de 25 ans. C'est vraiment chaque chose en son temps. Il faut de tout. Il ne faut pas simplement que les études, parce que sans la partie loisir, on ne se construit pas. Mais c'est très, très important justement, quand ce sont les vacances, de bien profiter. D'ailleurs, je n'ai jamais acheté de cahier de vacances. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Mais je n'achetais pas de cahier de vacances parce que j'estime que les vacances, c'est fait pour justement faire une pause et pour pouvoir bien être bien dans la partie scolaire. Donc, les loisirs à fond. Et ensuite, quand il faut travailler, on travaille.
Et quand il faut défiler, on défile, comme on va le voir sur cette photo. Probablement le premier défilé de Josette. Alors c'était où? On était toujours à Alors, Troyes? toujours à Troyes, premier défilé? Premier défilé. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle des toiles. Ce n'est pas encore les vêtements. Donc, en fait, je défile avec mon propre moulage, entre guillemets. C'est qu'une moitié de vêtements, ça ne se voit pas parce qu'on est de profil, mais on avait une combinaison noire et en fait, la toile assemblée était portée par chaque élève, en fait. Le goût pour la mode est venu de là parce que vous aurez pu vous diriger vers la couture, on va dire classique, pas forcément je veux dire, la retouche, les ourlets, enfin voilà, moi je ne suis pas spécialiste, mais même si j'ai une très bonne amie qui est couturière, que vous connaissez d'ailleurs. Il y a déjà un goût pour la mode là. Ah non, le goût pour la mode est venu avant même de partir en France. Le goût pour la mode est venu au collège. Donc je voulais absolument aller en couture. Mes enseignants ne voulaient pas. Et c'est là qu'intervient justement ma maman pour dire que ma fille veut aller dans une section couture et qu'il faut la laisser faire ce qu'elle a envie de faire. C'est pour ça que je profite pour donner ce message aux parents. C'est très important d'écouter les enfants, de les accompagner dans leurs rêves et de leur permettre d'aller jusqu'au bout de ces rêves. Et ma mère, entre guillemets, elle s'est battue, même si j'avais les notes suffisantes pour aller à l'époque en bac général. Et tout, ça avait beaucoup plus de valeur que le lycée professionnel. Et elle a tenu tête en disant, ma fille, c'est son premier choix. C'était assez rare, parce que jusqu'à maintenant, on a des élèves qui arrivent en couture par défaut. Et là, une maman formidable qui dit, non, 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 ma fille, elle veut choisir la couture, donc vous la laissez faire. D'ailleurs, je pense qu'elle ne s'est pas trompée. Alors justement, donc ce goût pour la mode vous a conduit où? Parce qu'après Troyes, vous avez fait donc le lycée des Taillandiers, c'est ça? Voilà, lycée des Taillandiers à Paris. Donc pour un bac technique et un BTS. Et ensuite, j'ai voulu enseigner. Donc j'ai passé, alors avant de passer un concours, je suis allée dans mon ancien établissement. J'ai pas connu le chômage, donc c'est une très bonne chose. Je suis allée dans mon ancien établissement pour demander des adresses. Et le chef des travaux, à l'époque, ça s'appelait comme ça, mais maintenant c'est le DDFPT, directeur délégué à la formation professionnelle. C'était mieux, chef des travaux. Parce que les sigles, un peu plus. Les sigles maintenant, voilà. Ça parle un peu plus. Donc, chef de travaux, elle s'est souvenue de moi en me disant, mais il me semble que tu étais bonne élève. C'était une dame. Voilà, une chef. Bon, à l'époque, on disait chef. Tout à fait. Et donc, du coup, elle m'a dit, mais qu'il y a un poste à Sartrouville. Pour dans enseigner. Dans le Val d'Oise, donc, dans la région parisienne. Oui, 78. Ah, c'était les Yvelines alors. Les Yvelines, voilà. La région parisienne, oui. Et elle m'a dit, est-ce que ça m'intéresse d'enseigner? J'ai dit, je cherche du travail, donc il n'y a pas de problème. Et ça s'est fait très vite, en fait. Elle a appelé l'autre chef des travaux, en fait, de Sartrouville. Et puis le lendemain, je commençais déjà à travailler devant des élèves qui avaient à peine 2 ans de moins que moi. Très bien. Donc c'était des élèves de quel De CAP. De CAP aussi. De CAP, et je sortais de BTS, donc il y en a qui avaient, à l'époque j'avais 23 ans, et du coup j'avais des élèves qui avaient à peu près 18-19 ans. C'était assez spécial. Et mesdames, messieurs, comme elle vous a dit, Joséphina vous a dit qu'il faut accorder du temps au loisir, qu'est-ce qu'elle fait avec ses élèves? Elle les amène à la neige, comme on va le voir sur cette photo. Donc voilà, on utilise la première opportunité pour les amener à la neige. Alors j'ai cette chance, en fait, comme je suis, on va dire, sportive depuis le collège, il y avait une classe de neige et enseignante, mon premier poste à Sartrouville, du moins les collègues m'ont proposé de partir avec les jeunes au ski, mais je n'avais jamais skié de ma vie. Et là, ce sont mes élèves qui sont devenus mes enseignants. Très bien. Et ça, ça reste quel souvenir? Pas de magnifique. chute Beaucoup de chutes. un nouveau dépaysement, parce que voilà, ça faisait combien? 4-5 ans que vous étiez en France? À peu près, oui, c'est ça, 4-5 ans. Et en fait, les élèves se moquaient de moi. J'étais complètement nulle
au début, et puis après, j'ai appris à rester sur mes skis. Et c'est pour ça que c'est très important, cette relation, et de montrer aux jeunes qu'à certains moments, c'est eux qui ont les compétences et qui peuvent nous les transmettre. Et là, ça a été vraiment une très, très belle semaine. Quel souvenir de ce premier poste d'enseignante? Ça s'est très bien passé. Après, j'étais dans un établissement, c'est un établissement en ZEP, zone prioritaire. Et ces jeunes, très rapidement, ça a été un peu compliqué quand même au début, parce que j'avais du mal pas à redescendre, mais je sortais d'un BTS, j'avais des élèves de CAP, donc il fallait adapter, surtout que je n'avais pas encore l'expérience en tant qu'enseignante. Et puis, les choses se sont faites naturellement. Je crois que peut-être que j'ai cette faculté de transmission assez rapidement, et après, formation et concours. L'accueil d'une prof antillaise par des jeunes, alors il y avait des jeunes sans doute de toutes origines, puisqu'on est dans la banlieue parisienne, donc c'était quoi, dans les années 90 par là? Alors 91, oui, 90, 91. Non, pas de souci. De ce côté-là, j'avais des élèves, des Antillais, un peu de tout. En fait, c'était très mélangé. Une classe pas trop difficile? Un peu difficile. J'avais à l'époque une classe de 3e techno, des enfants en difficulté, puisque la zone prioritaire, c'est essentiellement des jeunes en difficulté. Donc, il fallait être vraiment à l'écoute. Et puis, je pense que ma jeunesse, à cette époque, jouait en ma faveur. Donc, peut-être que la relation se faisait assez naturellement. Et à cet âge-là, on se fait parfois draguer par ses propres élèves, non? C'est le cas. C'est le cas, c'est vrai. Alors ensuite, combien de temps à Paris, enfin combien de temps dans la région parisienne, et ensuite le retour vers les Antilles s'est fait comment? Alors, région parisienne, 4 ans. 4 ans, oui, non, plus longtemps, c'est-à-dire en tant qu'étudiante, 3 ans. Et tout de suite après, donc j'ai commencé à travailler. J'ai eu mon premier poste, pareil, tout de suite après. Et concours de l'éducation nationale, PLP. Donc j'ai passé ce concours, ça a marché pour moi très rapidement. Les gens vont dire c'est facile. Alors à l'époque on disait PLP1, PLP2, c'est ça, professeur de lycée professionnel? Exactement, première classe, deuxième classe. Ouais. Donc j'ai passé le PLP2 et donc j'ai réussi. Et tout de suite après, mutation parce que j'avais envie de rentrer en Martinique. Et mutation, par contre, avec un petit passage, c'est ça, par la Guadeloupe? Par la Guadeloupe, parce qu'il n'y avait pas de poste à l'époque en Martinique. Tous les postes étaient pourvus. Et donc, une année en Guadeloupe. Pareil, ça a été une belle expérience. C'est vrai que les gens ne croyaient pas que j'allais pouvoir être mutée déjà de Paris à Martinique. Les gens me disaient, mais non, c'est un rêve. Ça fait que 3 ans que tu enseignes. Il faut attendre au moins 10 ans. Bon, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut croire en ses rêves. La chance, mais c'est nous qui faisons notre chance, je pense. Et déterminer surtout. Je voulais absolument, pour moi, Paris, région parisienne ou même la France, c'était une étape. Je n'avais pas l'intention de partir et de rester. Est-ce que vous comprenez les jeunes d'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui qui sont partis à 10, 5, 3 ans et qui décident finalement de ne pas revenir malgré tous les efforts qui ont pu être faits à l'époque par Serge Letchimy, Catherine Conconne sur le aller virer, le retour au pays? Vous arrivez à comprendre ça, ce choix qui est fait? Je peux comprendre. Après, ce sont des choix personnels. Mais s'il y a la possibilité de revenir après, ça dépend de chacun. Qu'est-ce qui fait selon vous, puisque vous avez aussi des jeunes qui vous parlent aujourd'hui, vous avez eu des élèves qui sont en âge parfois de partir faire leurs études là-bas. Est-ce qu'il y a une motivation particulière qui explique qu'ils n'aient pas forcément envie de revenir? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces élèves-là? Ils disent qu'en Martinique, il n'y a rien. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je mène des projets pour, quelque part, le montrer qu'il y a énormément de richesses, de choses à développer en Martinique. Je dis choses parce que le mot exact ne me vient pas. Mais des projets. Des projets. Ils peuvent... que ce soit au niveau du numérique, au niveau de l'agriculture, on a des richesses, de la mode, de tout en fait. Il faut simplement qu'on puisse croire en notre jeunesse, en nos talents
et que effectivement les politiques ou tous les décideurs puissent les accompagner parce que c'est très compliqué d'être porteur de projet. J'ai été porteuse de projet, on va en discuter certainement un peu plus tard, mais il ne faut pas simplement l'accompagnement administratif et il faut vraiment qu'il soit aidé parce qu'il y a plein d'étapes où on peut être découragé. Alors justement, on va passer à la rubrique suivante, la rubrique matinique. Alors, on continue à parler de votre parcours, Josette Sina. On l'a vu, donc on s'est arrêté au moment où vous êtes muté en Guadeloupe. Donc vous passez un an en Guadeloupe, et puis c'est ensuite le retour en Martinique. Là aussi, vous avez pas mal de chance, parce que vous revenez dans votre pays, dans votre île, un an après à peine avoir été muté en Guadeloupe. Racontez-nous. Alors, la Martinique, c'était mon objectif premier, donc j'ai tout fait pour revenir et j'ai beaucoup de chance parce qu'à l'époque, quand j'ai été mutée en Guadeloupe, c'était encore l'Académie Antilles-Guyane. Donc, j'avais des points certes de la France pour arriver on va dire, aux Antilles. Des points, parce que ça se fait par points. Oui, c'est-à-dire que quand on est originaire, on a un quota de points par rapport à des non-originaires. Ça favorise en fait la mutation. Et donc l'Académie s'est scindée, juste l'année où j'ai demandé ma mutation. Donc l'Académie de Martinique en 97 a été créée. Donc du coup, j'avais encore à peu près 700 points pour pouvoir rentrer. Et donc j'ai fait une demande de mutation, je l'ai obtenue tout de suite et bien voilà. Et au lycée au pays. du Major Joseph Au aussi. lycée du Major Joseph, c'est ça qui est extraordinaire. Passé votre BEP, c'est ça? Voilà, en fait, je me suis retrouvée à être collègue de mes anciens enseignants. Alors ça fait quoi, le retour au pays, le fait de retrouver justement d'anciens enseignants, de retrouver l'ambiance familiale, est-ce qu'on se réadapte facilement? Oui. On veut dire qu'après, je suis retournée. Je n'ai pas fait 9 ans à l'extérieur et sans retourner en Martinique. La plupart du temps, je revenais pendant l'été. Et bon, l'adaptation se fait... L'été, on n'aime pas trop en Martinique. Hein, les grandes vacances, d'accord? Les grandes vacances, ça marche. Donc, l'adaptation s'est faite naturellement, il n'y a pas eu de problème particulier. Je suis retournée dans mon ancien établissement avec mes anciens enseignants, donc l'accueil a été vraiment agréable en fait. Et donc, pas de problème particulier. Est-ce que vous avez trouvé une Martinique changée par rapport aux années que vous avez passées à l'extérieur? Vous avez eu l'impression que le pays avait changé? Non, pas du tout. Non? Non, non. Il y avait, à l'époque, il y avait les mêmes choses. C'était les zouks, c'était la plage, c'était les barbecues, c'était le camping, c'était voilà, toute la belle vie et puis le travail à côté, quoi. Exactement. Donc, retour au pays. Et l'ambiance familiale, à ce moment-là, était comment? Parce que tout le monde avait grandi. En fait, presque tout le monde était parti déjà de la maison familiale. Presque tout le monde, oui, sauf les derniers qui étaient encore, on va dire, étudiants. Mais non, il n'y a pas eu de coupure nette, en fait, donc pas de problème. Et puis, la belle vie, comme je disais, c'est apprécier les moments de loisirs, des vacances, pour profiter avec la famille, les amis, et puis le travail. Toujours un peu le fil conducteur. On va voir justement 2 photos qui illustrent votre retour au pays. Alors, je vous laisse les commenter. Alors, donc là, nous sommes au lycée du Major Joseph, un défilé dans l'établissement. Donc, j'ai travaillé avec tous les collègues de la section génie industriel, textile et cuir. Et donc, on a organisé ce défilé. Généralement, on organise un défilé par an. On fait en sorte qu'il y ait un moment fort pour les élèves pour qu'ils puissent, en fait, avoir des projets personnels. C'est que le jeune, il faut qu'il soit intéressé tout de suite pour laisser libre cours à sa créativité. L'important, c'est qu'effectivement, de pouvoir les impliquer très rapidement sur un projet qu'ils portent. Exactement. Donc, la plupart des modèles, ce sont, du moins la plupart, oui, c'est ça, puisqu'à certains moments, on peut
leur donner des idées pour la création de modèles, mais il y a toute une partie artistique, donc art appliqué. Donc, ils créent les différents croquis, modèles, et ensuite on passe à la phase de réalisation. Et vraiment, cette partie matériaux, donc toutes les matières souples, pour qu'ils puissent travailler. La fameuse couture floue. Voilà. Donc, travailler différentes matières. Parce que quand on regarde les modèles, vous voyez, il y a de la soie, il y a du polyester, il y a des matières fluides, et puis il y a tout type de modèles, en fait. C'est vraiment laisser libre cours à leur créativité, leur montrer qu'en partant d'une idée, on peut aboutir à quelque chose de magnifique. Et ce sont les élèves qui défilent également. Il y a quelques mannequins. Voilà, qui portent leur propre modèle. Voilà, il y a quelques mannequins professionnels, puisque pour ce défilé en particulier, il me semble que c'était un grand couturier Alfadi, je crois, de l'Afrique, qui était venu et on avait fait ce défilé à l'occasion. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je me fais taper sur les doigts par mes collègues. Bon, ils vous pardonneront. Ils vous pardonneront. Bon, on voit bien entendu qu'il y a une majorité de jeunes femmes, de jeunes filles. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes hommes qui se sont intéressés à la couture et qui s'intéressent encore à la couture aujourd'hui? Tout à fait. On sait qu'il y a pas mal de créateurs masculins, mais souvent ce sont des autodidactes. Hein. Là, en l'occurrence, pour la formation, vous aviez aussi des jeunes hommes. Oui, on a des jeunes hommes. Alors, il n'y a pas de vêtements masculins, mais c'est par rapport à la section. Quand c'est couture floue, ou métier de la mode vêtements, c'est la réalisation de vêtements féminins. Donc sinon, il faudrait la section tailleur qu'on n'a pas. Donc il y a une spécialité. Donc que ce soit des garçons ou des filles, ils vont créer des vêtements pour femmes. Donc pas forcément de garçons qui défilent, bien que de temps en temps, on réalise certains produits et des accessoires notamment. Et les garçons, c'est déjà arrivé que les garçons défilent. Et vous disiez tout à l'heure, quand il fallait effectivement que vous choisissiez votre voie au niveau des études, que vous vouliez absolument faire couture, votre maman vous a encouragé. Est-ce que ces jeunes femmes, notamment sur la partie couture floue, est-ce que ces jeunes femmes, c'est un choix qu'elles ont fait, ou est-ce que pour certaines, ça leur a été imposé, par exemple, par une maman couturière ou autre? Non, pas imposé de cette manière, imposé parce que bien souvent, ce sont des élèves qui n'ont pas les notes suffisantes pour aller dans les sections souhaitées. Malheureusement, certains de ces élèves arrivent en couture, donc il faut arriver à les motiver, leur donner le goût du métier. Et bien souvent, la première année, c'est un peu compliqué. Et après, ils se rendent compte qu'ils sont capables de très, très belles choses et de créer de beaux vêtements. Et puis, qui continuent. J'ai des élèves qui sont soit enseignantes, soit installées en tant que couturières, ou chefs de produit. Il y en a qui sont partis, qui sont restés. Il y en a d'autres qui sont revenus. Je n'ai pas de nom, me vient il n'y a pas beaucoup d'abandon. Il ou elles sont un certain nombre à aller jusqu'au bout de ces études-là. La plupart vont jusqu'au bout et en font leur métier. Et de toutes les façons, même s'ils ne travaillent pas dans la couture sera toujours à côté où on peut laisser libre cours à sa créativité. Et ne serait-ce que pour la famille, travailler. Ce qu'on leur enseigne, c'est qu'ils sont capables de réaliser des vêtements ou des accessoires et que ça va toujours servir en fait. Parce qu'on n'a pas forcément besoin dans ce type de métier d'avoir un patron. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut surtout encourager, inciter les parents à ne pas vouloir forcément laisser leurs enfants dans des sections généralistes ou générales et plutôt leur laisser donner libre cours à leurs envies. On pense notamment à l'alternance, qui est une des voies aujourd'hui pour apprendre des métiers plus techniques. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités ont un peu changé à ce niveau concernant les parents? Oui, ça a évolué. Ça a évolué et puis de toute façon, il le faut parce qu'on ne peut pas avoir que des jeunes dans des matières très, très générales. Il faut qu'on ait de bons professionnels et les parents, petit à petit, accompagnent leurs enfants. Mais ça manque encore un peu et c'est pour ça que je me permets d'encourager les parents à accompagner l'enfant dans son projet. C'est très important parce qu'on voit de plus en plus des personnes qui ont envie de faire un métier manuel. On les pousse à aller vers justement des métiers, on va dire, soit dans le tertiaire ou autre. Et au final, ils ne sont pas épanouis dans ce type de métier.
et reviennent. Donc, je ne veux pas dire que c'est une perte de temps, mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils avaient décidé au départ. Et c'est longtemps après, ils se rendent compte que finalement, c'est ce qu'il leur faut pour être épanouis. Donc, on prend l'exemple de personnes qui font des études pour être dans le domaine de la banque, de la finance et tout, et qui sont soit menuisiers, cuisiniers, boulangers. Il y a beaucoup d'émissions justement où on parle de ces personnes qui font une reconversion. C'est dommage que ces personnes, en tout cas les parents, n'étaient pas à l'écoute de leurs envies au départ. Et puis il y a aussi le souci parfois de trouver des entreprises, notamment, enfin c'est peut-être pas forcément le cas de votre section parce que c'est pas une section en alternance. Hein. C'est pas une section en alternance, mais on sait a que pour l'alternance, voilà, il y a besoin de stages. Ah oui, on a besoin des entreprises parce qu'il y a une partie période de formation milieu professionnel qui est obligatoire pour délivrer le diplôme. Et si ces jeunes ne sont pas acceptés en entreprise, il nous faut des entreprises. Il n'y en a pas beaucoup en Martinique, donc on est obligé de faire avec les moyens du bord. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement de ces entreprises pour qu'ils puissent survivre, parce qu'en Martinique, la couture, le prêt-à-porter fait beaucoup de mal. Il y a très peu de personnes qui se tournent vers les couturières pour les vêtements. On est plutôt sur du prêt-à-porter. Ouais, et puis on sait qu'effectivement, à l'alternance, on a souvent entendu d'ailleurs le président de la Chambre de métiers, Henri Salomon, se plaindre un petit peu de ça, que pour des métiers qui sont des métiers plutôt techniques, plutôt artisanaux, on a du mal à trouver des entreprises d'accueil. C'est ça. Et pourtant, c'est essentiel parce qu'on apprend le métier tout en faisant ses études. Donc c'est assez compliqué. Apprendre Vous avez vous-même été amené dans le cadre de l'académie à intervenir auprès d'entreprises pour expliquer un petit peu l'intérêt? Alors, intervenir, oui, puisque j'ai été chargée de mission école-entreprise, donc le lien entre l'école et l'entreprise, donc porter des projets pour montrer justement ce lien qu'il faut absolument maintenir, parce que quand on forme les jeunes, c'est pour que demain ils puissent travailler. Et s'il n'y a pas cet accompagnement, ce lien entre l'entreprise de façon à parfaire leur formation, puisque cette période en milieu professionnel, c'est vraiment le premier contact avec l'entreprise, et c'est très important de répondre aux attentes des chefs d'entreprise. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez senti les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés, chefs ou chefs, réceptives à cette nécessité d'accompagner les jeunes dans leur apprentissage? Oui, ils prennent de toutes les façons part au référentiel, on travaille ensemble. Ils sont réceptifs parce que ce sont les futurs employés, donc il faut absolument qu'ils soient bien formés. Mais il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Nos entreprises, malheureusement, en couture, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faudrait peut-être susciter, faire en sorte justement que ces jeunes ne partent pas, qu'ils puissent s'installer. Et c'est là que c'est compliqué. Alors, à part la couture, la mode, Josette Sina s'est découvert tardivement une autre passion, même si vous étiez déjà très sportive. On va voir cette photo. Vous avez pratiqué un sport un peu atypique. On voit à la fois les muscles, l'attitude, la gestuelle. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce sport? Vous ne courez pas, vous ne marchez pas vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Ah si, je marche. Alors, mais plus vite que les autres. C'est la marche sportive. J'ai commencé par la course avec mon entraîneur Roger Gangenois, que je salue. Et salue Roger, oui. Tardivement, parce qu'en fait, au collège, je voulais déjà faire de l'athlétisme. Ma mère a eu un peu peur, donc elle n'a pas voulu que je continue dans cette voie. Et puis, assez tardivement, j'ai toujours fait un peu de sport. Et Roger m'a rencontrée en salle de sport. À l'époque, c'était le Shape-Up. Et il m'a dit, mais toi, ce serait bien que tu viennes t'entraîner avec nous. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs semis. Et il m'a dit... Semi-marathon? Semi-marathon. En courant, donc. Hein, en courant, mais j'étais moyenne. C'était pas la super athlète. Et il m'a dit, par rapport au déhanché, peut-être par rapport au défilé, donc du coup, que je serais une bonne marcheuse. Et il avait raison, puisque j'ai été championne de Martinique de marche. Bon, il ne faut pas me demander la date, sinon ça me vieillit. Ça s'est passé, vous aviez déjà dépassé la trentaine. Oui, à plus de 35 ans. Et c'est là que ma mère m'a dit, mais tu as fini par faire ce que tu voulais. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter les enfants quand ils ont une passion, quand ils ont envie de faire une activité, qu'elle soit sportive ou professionnelle. Il faut les accompagner. Et donc voilà, en Guadeloupe, là, cette photo, c'était en Guadeloupe. J'étais partie pour représenter l'ASCOIA.
Alors, la marche sportive, alors c'est celle qui a entre autres fait découvrir Johan Diniz, c'est bien ça? C'est ça. Donc, c'est 20 km, 50 km, ce sont des sports extrêmement exigeants. On a vu certains marcheurs s'écrouler à l'arrivée, notamment à certains Jeux Olympiques où il faisait très chaud. Et puis, il y a aussi ce fameux déhanché. Est-ce que ça ne déstructure pas quelque part la démarche non? Non. En fait, il faut juste avoir la technique. Alors, les hommes ont dit qu'ils marchent comme des femmes. Pour les femmes, ça se passe mieux. On a l'impression qu'on est sur un podium. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que tout le mouvement, ça part des hanches. Donc, certains, justement, ont des problèmes de hanches par rapport à ce sport. Oui, parce que c'est quand même assez exigeant. Ce n'est pas des petits pas qu'on fait. Ce n'est pas des petits pas. Et le rythme il ne faut pas, surtout pas, parce qu'il y a des juges, c'est encore plus spécifique que la course. Les deux pieds ne doivent pas être en hauteur. En même temps. Donc, il faut vraiment, il vérifie que les genoux soient bien placés. Et c'est pour ça que, bon, après, il y a des jeunes femmes en long. Il faut être en short parce qu'il faut vraiment voir les genoux par rapport à cette exigence. Qu'est-ce que ça vous a apporté de découvrir ce sport qui est, je le dis, un petit peu atypique? Il n'était pas beaucoup pratiqué en Martinique à l'époque. Hein. Non, jusqu'à maintenant. On faisait plutôt de la course à pied. Qu'est-ce que ce sport vous a apporté? À part le fait de découvrir plein de paysages à un rythme moins rapide que la course. Ce sport m'a apporté, mais j'ai été championne, donc c'est bien. Et donc, en fait, faire un sport que beaucoup de personnes ne pratiquent pas, ça peut-être quelque chose de particulier, donc j'ai bien aimé. Et jusqu'à maintenant, je continue à marcher parce que le sport apporte beaucoup de valeur, notamment le fait de ne pas abandonner, quel que soit le projet. Et ça forge le caractère, ça permet justement dans sa vie professionnelle ou personnelle, quand on démarque un projet, d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est plus l'activité, puisqu'il faut ce côté sport, alimentation et bien-être, parce qu'un sportif, en général, mange correctement. Et je reviens sur le fait que ça apporte des valeurs. Quand on découvre le sport de compétition, passé la trentaine, ça change quoi? On est plus sérieux? On s'accroche davantage? Qu'est-ce que ça... Vous l'avez vécu comment? Alors, la compétition, j'ai connu tard, mais j'ai toujours fait du sport depuis le collège. Je fais du sport, donc il n'y a pas ça. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Même depuis petite, puisque vous jouiez déjà au football, entre autres avec vos frères. Avec les frères. Non, mais je disais, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter quand on a passé la trentaine? Est-ce qu'on est plus sérieux? Est-ce qu'on a une approche un peu différente? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Mais simplement, ça apporte un équilibre. Dans sa vie, je peux dire que quand on traverse des difficultés, quand on est sportif, premièrement, ça permet d'évacuer. Et à côté de ça, ça permet d'être stable. On affronte les moments difficiles de la vie grâce au sport. Alors, il y a un monsieur dont vous avez évoqué le nom, pour qui moi aussi j'ai beaucoup de respect, qui est Roger Grangenois, qui fait partie de ces bénévoles qui ont découvert énormément de jeunes sportifs, notamment dans l'athlétisme, mais il y en a aussi dans tous les autres sports. Alors, la rencontre avec quelqu'un comme ça, un éducateur comme celui-là, a été fondamentale pour vous, pour que vous vous lanciez en fait dans le sport de compétition. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, on ne trouve plus de cette trempe-là. On a connu Georges Bonol, on a connu... Salut à mon père Serge Cromwell également. Et il y en a eu un certain nombre, effectivement, en Guadeloupe, c'est Titi Chérubin, enfin, je ne sais pas si c'est Titi, Antoine Chérubin. Voilà. Vous qui êtes encore un petit peu, vous qui suivez encore un petit peu ça, même à distance, on a l'impression qu'on ne retrouve plus autant d'éducateurs qu'avant, en tout cas de gens qui se donnaient à ce point pour pouvoir accompagner une jeunesse qui est peut-être aujourd'hui un peu en perdition à cause de ça, d'ailleurs. C'est ça. Mais il y en a quelques-uns qui forment et qui accompagnent les jeunes, mais c'est vrai que ça manque peut-être. Je ne suis plus vraiment dans le secteur, même si je continue à marcher, mais c'est un choix personnel. Roger, en fait, ce sont des personnes qui sont tellement engagées, mais ils sont engagés dans leur vie personnelle,
puisque Roger continue à faire Mais du sport jusqu'à maintenant. Toute leur vie a été consacrée au sport, oui, voilà. tout à fait. Et pour lui, c'est pour ça que c'est important, parce qu'en fait, je pense qu'il ne le faisait pas par rapport à son travail, puisque c'est un enseignant également, il a la retraite, mais c'est parce que c'est une passion et cette transmission, c'est important pour ce type de personnes, de passer le relais aux plus jeunes pour effectivement continuer à aider notre jeunesse. Il faut absolument qu'il y ait des personnes engagées, mais il faut aussi qu'ils soient accompagnés. Bien sûr, oui, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, on peut le dire, on est en pleine crise sociale en Martinique avec toute une série de manifestations, d'émeutes même. Alors, ça n'explique pas tout, mais on sait aussi que cette passion pour le sport, cette pratique du sport, c'est un petit peu perdu chez les jeunes. Aujourd'hui, quand vous discutez avec vos élèves, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à leur ressenti de la Martinique d'aujourd'hui? Alors, pour l'instant, ils sont un peu désemparés. Certains, on est en train de les perdre parce qu'on a vécu depuis 2020, on vit la crise Covid, maintenant il y a la crise sociale. Ces jeunes, ils ont besoin du contact, ils ont besoin d'être avec justement des professionnels pour pouvoir les accompagner. Je prends l'exemple de cette année, les jeunes sont entrés en cours en fin septembre, début octobre. Pas tout à fait en présentiel, on commençait à peine à être en présentiel, la crise sociale ne leur permet pas d'être avec les enseignants et ça va creuser encore plus d'inégalités puisque certains élèves n'ont pas la connexion, ce sont ceux qui ont les moyens ou les parents ont les moyens qui vont pouvoir suivre et c'est vraiment dommage qu'ils puissent perdre autant. En tout cas, le ressenti de mes élèves, puisque je suis chargée de mission au rectorat, mais également enseignante, le ressenti, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que les parents les accompagnent encore aujourd'hui? Alors, certains parents, parce que les parents, bien souvent, ils travaillent, donc c'est compliqué. Le jeune peut être connecté, mais en fait, ils sont connectés, on ne sait pas s'ils sont vraiment derrière leur écran. Certains, vraiment, sont très sérieux, mais même les plus sérieux, ce n'est pas évident, parce que le professionnel que je suis, quand on a ces élèves, c'est pas évident déjà pour nous, parce qu'il faut créer les cours, ensuite il faut que ces jeunes arrivent à les motiver. C'est pas évident quand on est dans le domaine professionnel. Comment arriver à transmettre des connaissances professionnelles à part de la technologie? Alors déjà quand ils sont en présentiel, c'est pas évident, mais quand ils sont loin, c'est pas évident, surtout pour des jeunes, par exemple, qui sortent de 3e et qui arrivent en seconde CAP ou seconde générale. C'est compliqué. Et j'espère que la crise va se terminer assez rapidement pour que ces élèves puissent retrouver le chemin de l'école. Alors on arrive, Josette, à la 3e rubrique de cette émission, politique. Je vous rassure, on ne va pas parler de politique politicienne. Je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter en avril 2022. On va plutôt parler, on va dire globalement, de la vie de la cité. Et on va en parler à travers une séquence que vous avez vécue à l'extérieur de la Martinique, qui s'est passée. Donc on va voir une première photo d'ailleurs. Alors vous allez nous dire où c'est, parce que là, vous avez fait un saut à travers les océans. Et là, vous êtes où? Je suis à Wallis, à l'île de Wallis. J'ai été mutée à Wallis et Futuna pour mettre en place une section couture parce que ça n'existait pas à Wallis et donc j'étais très contente de pouvoir participer à la mise en place de cette section CAP couture à Wallis. Alors c'est un exemple de coopération par l'éducation. Et donc, vous avez passé combien de temps à Wallis? Alors, il y a Wallis et Futuna, mais vous étiez à Wallis. Moi, j'étais à Wallis, tout à fait. Donc, dans l'océan Indien, donc. Oui, dans l'océan Indien, Pacifique Sud. Oui. Indien, Pacifique Sud, pardon. Pacifique Sud. Et donc, en fait, j'ai demandé à... J'ai saisi une opportunité tout simplement, cette section allait se créer. J'ai toujours voulu visiter la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, il n'y avait pas de poste en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai dit Wallis, c'est tout près. Pourquoi pas relever ce challenge. Donc partir 2 années
pour travailler avec les jeunes Wallisiens et Wallisiennes pour cette section. On va voir d'ailleurs les deux photos qui symbolisent un petit peu ce que vous avez fait là-bas. Alors décrivez-nous, ça ressemble à des défilés. Exactement. Alors, donc, pour la photo de droite, c'est un défilé, premier défilé de mode à Wallis, puisqu'il n'y avait pas encore de section couture. Sur les vêtements, parce qu'à Wallis, il y a beaucoup de travail de peinture sur tissu. Donc, tous les vêtements ont été peints par les élèves. Donc, ils ont créé d'abord les croquis, les fleurs et tout. Donc, ils ont travaillé au niveau de la matière, on va dire, les impressions de la matière. Et ensuite, ils ont réalisé un costume traditionnel. Donc, c'est un kofuloto. Donc, j'ai appris les techniques de fabrication et les noms traditionnels aussi. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, réaliser, je n'avais pas leur apprendre à faire des vêtements, on va dire, européens ou occidentaux. Donc, je voulais qu'ils s'impliquent et travaillent sur les modèles qu'ils connaissent. Et voilà, donc je trouve que c'est une belle image. Et la photo de gauche, ce sont ces élèves qui ont participé à un challenge pour représenter Wallis. C'était dans la francophonie. Donc, il y avait plusieurs pays qui participaient. Et avec le professeur de PS, on a travaillé sur une danse. Et ces jeunes avaient peint également on va dire, des foulards. Et ils font une chorégraphie et très, très, très beau souvenir. Donc, vous avez vu, j'étais pas vraiment dépaysée parce que c'est à peu près le même climat qu'en Martinique, sauf qu'on est dans le Pacifique Sud. Et voilà, donc très, très beau souvenir et beau challenge. Comment s'est passé à la fois l'accueil, mais aussi l'échange avec... On est de culture. Alors, on fait partie des Outre-mer, hein, à la fois les Antilles-Guyane, Wallis et Futuna, la Réunion, etc. Mais l'accueil et l'échange, est-ce qu'au niveau des mentalités, voilà, ça a été facile? Il n'y a pas eu de difficultés particulières pour vous en termes d'adaptation? Il faut s'adapter. Donc, Wallis, c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes coutumes qu'en Martinique. On ne peut pas faire autrement parce que c'est soit on s'adapte aux coutumes de Wallis et Futuna, soit on part. D'ailleurs, ceux qui ne suivent pas, entre guillemets, les règles du pays, on leur dit au revoir très rapidement. Il y a un vrai besoin de respect. Oui, tout à fait. Donc, il y a la chefferie. Donc, il y a un roi à Wallis, il y a même 2 rois à Futuna. Et donc, en fait, ce respect passe par un cadeau qu'on doit emmener au chef du village. Oui. Donc, j'ai fait ce geste-là. D'ailleurs, j'ai emmené une bouteille de rhum. Je ne sais pas si je peux le dire. Ah bon? Et ils ont apprécié? Beaucoup. Oui. Beaucoup, parce que c'est un vrai cadeau, entre guillemets, parce que l'alcool est très taxé. Donc, du coup, on peut retrouver, par exemple, une bouteille somme de rhum qu'on achète à 10 € en Martinique, à 40 € à Wallis quand même. On voit 2 autres clichés de Wallis. On voit, alors à droite pour moi, mais je m'y perds. Le costume traditionnel. De l'autre côté, c'est la touriste qui découvre Wallis. Alors racontez-nous. Voilà, donc effectivement, je découvre le paysage de Wallis. Donc, je vais plutôt commenter, parce que là, c'est la touriste donc, qui visite un peu l'île. C'est une île qui est très petite, c'est 1/10 de la Martinique. Donc, en une demi-journée, on a fait le tour, mais très, très beau. Et à côté, c'est un soulou, puisque les hommes portent, on va dire, des jupes. Donc, alors, soulou, je précise, parce qu'elle m'a repris S-U-L-U et pas S-O-U-L-O-U. Hein. S-U-L-U, soulou. Voilà, parce que le U se prononce OU. Et donc, soulou, et c'est mon grand-fils qui me sert de mannequin, puisqu'il fallait que je fasse un prototype pour réaliser avec les élèves. Donc, toujours, l'objectif, c'est d'impliquer les jeunes, puisque les techniques de couture, quel que soit le produit, on peut l'adapter, mais aux coutumes du pays. Donc, on va voir justement le fameux grand-fils dont elle parle depuis tout à l'heure. On va le voir sur la photo suivante. Donc, comment ça s'est passé pour lui à Wallis? Parce qu'il y avait un changement de culture fondamental pour lui. Oui, ça s'est bien passé. En fait, je l'ai motivé parce qu'au départ, il ne voulait pas partir aussi loin, laisser ses amis. Il avait quel âge quand il avait 16 ans. 16 ans.
C'est un âge où on a tous ses amis déjà, on a peut-être une petite copine, etc. C'est compliqué après. Il a fallu que je le motive en lui disant que c'est une grande opportunité de découvrir un autre pays, une autre culture. Au contraire, que ça peut l'enrichir. Il m'a suivi donc sans aucun problème au départ. Il n'a fait qu'une année, puisqu'il fallait qu'il passe son bac, la deuxième année. Et là, je suis assez fière parce que premier défilé à Wallis et j'ai réussi à faire défiler les hommes buste nu. Et donc, c'est un de ses amis wallisiens qui défile avec lui. Donc, très, très, très belle expérience. Je pense aussi que ça lui a laissé un très beau souvenir. Donc, s'il voit l'émission, il ne sera pas trop content. Il fait quoi aujourd'hui, votre fils? Il est étudiant? Il travaille déjà? Alors, donc, mon fils, maman sportive, fils sportif, il a fait des études dans le sport. Il a fait beaucoup de badminton. Il a d'ailleurs été champion de badminton à Wallis. Et donc, il a continué à Créteil pour préparer un DUTS. Et là, il est parti à Lyon compléter sa formation pour être coach, mais également avoir toute la partie yoga, pilates. Et revenir en Martinique, ça aussi, il y tient. Donc, pour monter soit monter une structure, ou soit travailler dans les structures existantes, mais faire un peu le tour avant de rentrer, avoir toutes les compétences en fait, mais ne pas perdre de vue de ramener entre guillemets, son savoir en Martinique et puis retrouver la famille. C'est très important. Je suis l'exemple de maman. Maman qu'on va retrouver, donc, qui n'a pas manqué de faire du sport, bien entendu, à Wallis, et qui, là, fièrement brandit un trophée. C'était quoi? Alors, donc, un triathlon avec mes collègues, donc, prof de PS. Donc, voilà, on était troisième, je crois, à cette course. Voilà. Ben, sportif jusqu'au bout, hein, quel que soit le pays. D'ailleurs, à chaque fois que je visitais un pays, c'était très agréable de faire un footing, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Fidji, même au Japon. Oui. Et puis, on revient. Donc, vous revenez en Martinique, Josette, combien? Je crois que c'est 2 ou 3 ans après. 2 ans après. En 2017, c'est ça? Alors, 2015. 2015, et on va vous retrouver à l'œuvre, déjà en action. Avec cette création, cette initiative que vous avez prise sur le village du cacao et du chocolat. Alors, racontez-nous. Alors, je suis revenue en 2015, mais cet événement, c'est cette année, en 2021. Je suis revenue toujours, comment dire, j'aime relever les défis. Donc, j'ai été principale adjointe pendant 3 ou 4 mois. Et ensuite chargée de mission au rectorat pour mener des projets. Donc, j'ai été nommée chef de projet cacao de l'académie. Et dans le cadre de ce projet, de façon à ce que les jeunes puissent présenter leurs réalisations, puisqu'ils ont travaillé avec la filière cacao, sucre et chocolat, donc avec les acteurs de cette filière, notamment Koura Bernabé, que je vois dans l'angle, qui est présidente de l'association Valcaco. Donc, tous ces acteurs pour permettre à cette jeunesse, en fait, de montrer de quoi ils sont capables, les idées, mettre en place leurs idées. Donc, on est allé jusqu'au bout et c'est l'association Martinique Terroir d'Excellence qui a organisé ce village du cacao et du chocolat. Donc, je suis vice-présidente et M. Axel Laou est président. Et donc là, on a pu présenter aux côtés des professionnels, puisqu'on avait tous les professionnels, je ne sais pas si je peux les citer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on avait le Galion, on avait Elo, l'OSEA, donc tous ces acteurs et des associations, et l'association ADIPS, puisque cet événement s'est déroulé au domaine de Tivoli, et l'association ADIPS, le président, c'est M. Yves-André Joseph, qui nous a accueillis. Et la CTM, tous les acteurs institutionnels comme le parc naturel, la ville de Fort-de-France qui nous a donné vraiment apporté un très bon soutien logistique et matériel qui nous a vraiment aidé à mettre en place. Sans la ville de Fort-de-France, ça aurait été compliqué de mettre en place puisqu'on était en période Covid. Le parc naturel, je l'ai dit, la CACEM, l'espace sud,
on a obtenu des subventions pour mener ce projet. C'est pour ça que je parle de quand on est porteur de projet. Donc là, en l'occurrence, vice-présidente de l'association, il fallait aller chercher les subventions. Et ce sont des dossiers de 16 pages si on n'est pas accompagné. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement justement de la CACEM. C'est un événement que vous envisagez de pérenniser, qui a vocation à être pérennisé, à avoir lieu quoi, tous les ans, tous les 2 ans? Tous les 2 ans à mon avis, parce que surtout par rapport au départ, on pensait sur une année, chaque année, avoir cet événement justement avec les jeunes, c'est-à-dire les scolaires qui sont vraiment impliqués. Dans cet événement, on avait 15 établissements scolaires, du premier degré jusqu'aux études supérieures, qui étaient impliqués. Donc vraiment impliquer l'académie et également les différents partenaires professionnels et institutionnels et faire en sorte qu'on ait un événement autour de ce thème chaque année où, là, je pense qu'on s'oriente plus vers 2023. Et vous croyez visiblement beaucoup à cette valeur d'exemple, à cette valeur de locomotive que sont les événements culturels, sportifs, comme par exemple, on va le voir à travers les 2 photos qui suivent, la Transat Jacques Vabre, donc, qui est un événement qui est en train de s'achever en Martinique, qui arrive pour la première fois en Martinique, qui a scellé un nouveau partenariat entre la ville du Havre, l'association Transat Jacques Vabre, et puis la ville de Fort-de-France, la CACEM et la Martinique. Alors, la photo, on vous voit avec Coucou Mumu, à Armand-Orlé, ça se passe au village départ du Havre il y a environ 1 mois. Et puis à droite, on est, c'était il y a quelques jours, à Fort-de-France. Racontez-nous cette expérience que vous avez portée pour l'académie et aussi pour vos élèves à travers la Transat Jacques Vabre. Exactement. Donc, en fait, l'association Martinique Transat a proposé à l'académie. Donc, monsieur le recteur a tout de suite vu l'intérêt pour les jeunes de participer à ce projet. Donc, j'ai été nommée pilote du projet café puisque j'ai eu l'expérience. Du cacao au café, on notera. Voilà, donc on n'est pas très loin, café gourmand, chocolat et café. Donc, en fait, je pense que c'est surtout l'expérience en tant que chef de projet cacao. Donc, en fait, que ce soit Martinique Transat, M. Larcher, M. de Longueville, savaient que j'avais mené ce projet. Donc, tout de suite, j'ai été ciblée en tant que pilote du projet café. Mais je travaillais également avec le DraftPick de l'académie pour organiser toutes les autres actions sur différents thèmes. Le nautisme, le numérique, le développement durable. Bon, je ne vais peut-être pas tout citer. Mais c'était très important que l'académie implique tous ces jeunes. Il était question que tous ces élèves participent, visitent, soient acteurs en tant qu'exposants. Malheureusement, les choses n'ont pas permis. Alors là, on voit des sacs réalisés par les élèves de Dumas Jean Joseph. Ce sont mes élèves avec donc les matériaux. Je précise, des sacs réversibles, très important. Des sacs réversibles parce qu'il y a le côté, on va dire, un côté marin. Les élèves ont été inspirés. C'est un partenariat toujours dans le domaine professionnel, donc un partenariat avec l'association Fort-de-France Cœur de Martinique. Donc il y a un partenariat qui démarre pour la Transat, mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer sur d'autres projets avec cette association. Et ces sacs ont été remis aux skippers, aux 3 premiers de chaque catégorie. Donc c'est pour ça qu'on me voit aux côtés de la ville de Fort-de-France, puisque c'est également un partenariat avec la ville de Fort-de-France pour cette action. Et est-ce que ces sacs pourront un jour être proposés à la population martiniquaise pour qu'elle puisse elle aussi être fière des créations de ses élèves? Tout à fait. Donc là, on pense à une nouvelle collection avec les jeunes. On avait un défilé de mode qui était prévu sur la Transat, ça n'a pas pu se faire. Donc de toutes les façons, on aura d'autres occasions pour présenter le travail des élèves, pour qu'ils ne soient pas frustrés et d'avoir travaillé sur un projet et puis ne pas pouvoir montrer ses réalisations. Très bien. Alors Josette, on n'a pas eu le temps, mais je ne sais pas si vous le souhaitiez vraiment d'ailleurs, qu'on parle de la Josette styliste, créatrice de mode. Un jour peut-être. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette heure qui est passée très très vite. On espère vous retrouver bientôt, dans 2 ans certainement pour la Transat Jacques Vabre, mais sans doute avant pour... donc c'est le village du cacao, c'est ça? Village du cacao et du chocolat. Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de m'avoir permis d'exprimer un peu ou parler de mon parcours et peut-être inspirer certains jeunes qui ont envie d'embrasser cette carrière, que ce soit dans le domaine de la mode ou peu importe le domaine. C'est simplement croire en ses rêves et en ses compétences pour aller le plus loin possible. Et si vous voulez la rencontrer, vous allez au lycée Dumas Jean-Joseph, hein, c'est dans le coin des lycées, lycée Dumas Jean-Joseph, lycée de Bellevue, etc. Vous saurez où la trouver. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt.